À la une de cette troisième livraison de la semaine municipale et législative, le compte à rebours pour le dépôt des candidatures est donc lancé. Les partis politiques ont jusqu'au 17 juillet 2013 prochain pour déposer leur dossier à Élections Cameroun en vue de signer leur participation au double scrutin qui intervient cette fois un lundi. La réaction des partis politiques et les enjeux de cette consultation électorale, c'est dans cette édition d'information sur Camus 4. Logements sociaux des investisseurs étrangers en mission de reconnaissance sur les sites. Le ministre des Domaines, des Cadastres et Affaires foncières, Jacqueline Konga-Bessike, et son collègue du développement urbain et de l'habitat, Jean-Claude Bointou, ont conduit la délégation des investisseurs du groupe Knof Precons, constitué des Turcs, Français et Allemands, sur les espaces capables de contenir les 5000 logements sociaux annoncés dans la capitale politique du pays. C'était ce 13 juillet 2013. Voilà pour ce moment. Bonsoir à toutes. Parlons donc de cette consultation électorale avec les municipales et législatives qui sont annoncées pour le 30 septembre prochain. Il faut dire que ce jour de vote intervient lundi, mais pendant ce temps, l'article 86 du Code électoral est clair. Il prévoit d'ailleurs que les élections ne peuvent se dérouler qu'un dimanche ou alors un jour férié sur l'ensemble du territoire national. La convocation du corps électoral par le décret du président de la République signé ce 2 juillet 2013 vise donc à relancer la dynamique électorale, la dynamique politique au sein du pays après les sénatoriales du 14 avril 2013 dernier. Donald Anouzoa pour les détails. Le décret du chef de l'État qui convoque les électeurs inscrits sur le fichier de l'ECAM à se rendre aux urnes le lundi 30 septembre 2013 ouvre le processus électoral pour les législatives et les municipales. Le texte intervenu à la limite légale que donne la loi au président de convoquer le corps électoral aurait surpris la classe politique camerounaise encore à débattre sur la récente prorogation du mandat des députés et des conseillers municipaux. Outre la cessation de l'opération des inscriptions biométriques sur les listes électorales qu'emporte le décret du chef de l'État, l'on peut aussi lire à travers le rééquilibrage du paysage politique avec en filigrane les enjeux du double scrutin du 30 septembre prochain. Le premier enjeu est la conquête de la conservation d'une place dans l'arène politique avec en amont la constitution des listes de candidatures croisées aux investitures, pratique très à la mode dans les formations politiques au détriment des élections primaires internes. L'autre enjeu des élections législatives à venir sera celui de la conquête des places au sein des institutions avec l'entrée en scène des néo-partis comme le MRC de Maurice Kamto aux côtés des personnages montants de la scène politique locale tels Edith Kawala ou encore Jean de Dieu Momo du PADEC, tous mis en évidence lors de la présidentielle de 2011. La phase préélectorale débutée ce 3 juillet sonne comme une invite apparue au plus pressé. Les partis politiques désireux de prendre part à ces élections ayant jusqu'au 17 juillet pour faire acte de candidature auprès des instances compétentes. Ainsi, si le SDF de Nidjon Frundi semble en avance avec ses candidats choisis aux primaires, rien ne semble acquis chez son challenger d'en face, le RDPC, dont les cadres militants restent scotchés à la circulaire du président national, seul élément déclencheur de toute activité au sein du parti de la flamme ardente. Et puisqu'on est à parler de la convocation du corps électoral, les hommes politiques n'ont pas attendu pour se prononcer. La nouvelle qui met un terme aux incertitudes qui entouraient jusque-là le calendrier électoral vient ainsi créer une effervescence notable au sein du landerneau politique national. Le reportage Salomon Foy, Alexis Claude Amougou, Divina Pi pour le récit. Avec cette convocation du corps électoral, la distribution des cartes d'électeurs gagne désormais en amplitude et devient l'activité majeure à Elecam. Nous attirons l'attention de l'ECAM de mettre un accent particulier sur la distribution des cartes, que ça se fasse intégralement comme le prévoit la loi. Dans les états-majors des partis politiques, la composition de la nouvelle cuvée de députés et de conseillers municipaux préoccupe les acteurs. À Yaoundé 2e, Luc Assamba, le maire sortant, proche du parti au pouvoir, garde un optimisme qui s'appuie sur un bilan qu'il compte défendre devant les électeurs. Quant à nos autres acteurs privilégiés de la politique dans notre pays et dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 2, nous sommes prêts pour cela. On s'y attendait déjà. À l'Alliance des forces démocratiques de Bernard Mouna, Alice Sadio, la secrétaire générale, annonce son parti prêt pour la compétition. Ce que je vais dire concernant l'AFP, c'est que nous sommes fin prêts. C'est d'ailleurs depuis longtemps que nous sommes fin prêts.
Au Social Democratic Front, représentation du centre, Aladi Suleiman, le régional confirme la participation du SDF aux prochaines consultations en dépit des irrégularités qu'il dit constater dans le processus de distribution des cartes d'électeurs. En politique, tout est possible et j'attends tout ce qu'on va me donner pour le bonheur ou alors le retrait. Et je serai toujours fier de servir mon pays, même sans être député. À l'Assemblée nationale, l'actualité ne laisse guère indifférents les députés sortants de la 8e législature. D'après les dispositions du Code électoral, les partis politiques disposent de 15 jours à compter de la date de signature du décret convoquant le corps électoral pour déposer leurs dossiers et listes de candidatures auprès d'Elections Cameroun. Et parlons donc de ces réactions qui ont suivi juste après la convocation du corps électoral. Celle du SDF ne s'est pas fait attendre, puisqu'à Bamenda, son fief naturel, le chairman, depuis donc son palace de Tarikon, a eu à accueillir les hommes de médias devant lesquels il a fait une déclaration. Et selon Nidjon Fundi, son parti était déjà prêt et attendait tout simplement la convocation du corps électoral. Désormais, les uns et les autres savent à quoi s'en tenir. Son parti va donc prendre part à cette consultation électorale, question d'améliorer non seulement sa place sur le landerneau politique national, mais surtout rectifier le score qui n'avait pas été très favorable au parti au lendemain de la dernière sénatoriale au Cameroun. Nidjon Fundi, qui parlait à la presse, était entouré de quelques-uns de ses lieutenants, notamment les membres du National Executive Committee. Et voici à présent une attitude de l'un des lieutenants de Nidjon Fundi au micro de Christian Veni. Cette convocation répond à l'article 86 du Code électoral, que la date fixée pour le scrutin doit avoir lieu. Le scrutin doit avoir lieu au moins 90 jours avant la date fixée pour les élections. Donc, au point de vue de la loi, le président était en plein, il jouit de ses prérogatives. Mais au point de vue politique, vous savez, c'est une élection qu'on devait convoquer depuis. Et l'agenda électoral est caché. Il n'y a que les RDPC qui connaissent. Je peux jurer ici que l'ECAM ne connaissent même pas l'agenda électoral. Donc l'ECAM était même surpris, comme la plupart des partis politiques. Mais quant à nous, au SDF, on était prêts, on attendait ces élections depuis. Donc c'est pour cela qu'on a fait les primaires municipales depuis. On attendait que cette convocation. Donc en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas surpris. Et maintenant, pour être totalement complet sur ce chapitre, voici les dates clés et surtout les différentes étapes du processus électoral suivant les dispositions du Code électoral et le décret du 2 juillet 2013. Ainsi, la date limite du dépôt des dossiers de candidature à ELECAM est fixée pour le 17 juillet 2013. La proclamation des candidatures retenues par l'organe en charge de l'organisation matérielle des élections interviendra le 1er août 2013. Les recours en annulation en cas de rejet de candidature seront reçus par ELECAM dès le 2 août. Le 10 août 2013 est la date limite de la publication de l'arrêt du Conseil constitutionnel pour les recours en annulation de la décision de l'ELECAM au sujet des candidatures. L'ouverture de la campagne électorale, quant à elle, est fixée pour le 15 septembre 2013 et le 30 septembre, les citoyens inscrits sur les listes électorales prendront part au double scrutin, c'est-à-dire les élections législatives et municipales proprement dites. Les opérations post-électorales dirigées par le Conseil constitutionnel connaîtront un premier arrêt dès le 5 octobre, date limite pour les recours en annulation du scrutin. S'il y en a, la proclamation des résultats est prévue pour le 20 octobre. La date du 29 octobre 2013 est consacrée à l'ouverture des sessions de plein droit en vue de la validation des mandats des nouveaux députés et conseillers municipaux. Ces sessions sont également réservées à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale et des exécutifs communaux, maires et adjoints dans les circonscriptions véritablement précises. Parlons cette fois de l'économie sociale et les premières journées nationales qui sont ouvertes à Yaoundé. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le professeur Laurent Serge Etoudingwa, a procédé ce mercredi 3 juillet 2013, en lieu et place du Premier ministre et chef du gouvernement, au lancement des premières journées nationales de l'économie sociale. Pendant 3 jours, les participants venus des 10 régions du pays
tenteront de proposer au gouvernement une méthodologie d'encadrement de cette forme d'économie pour qu'elle devienne un véritable levier de croissance économique. L'économie sociale étant ici une forme d'économie dont les activités se pratiquent au quotidien, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Pour amener les Camerounais à s'approprier ce concept, le chef de l'État a pensé créer depuis 2004 un département ministériel chargé de donner une fonction sociale à ces secteurs d'activité au Cameroun. Parlons à présent des logements sociaux. Et ce pas qui a donc été franchi puisque la délégation camerounaise et ses partenaires techniques viennent d'effectuer une descente sur les différents sites susceptibles d'abriter des habitations, conduite par la ministre des Domaines, Cadastre et Affaires foncières, Jacqueline Kong Abissike et son collègue du développement urbain et de l'habitat Jean-Claude Bouinchou. La délégation d'investisseurs du groupe Knopf Precons, constituée des Turcs, Français et Allemands, est allée apprécier de près les espaces capables de contenir les 5000 logements sociaux dans la capitale politique du pays, en attendant bien entendu de descendre à Douala où sont prévus les autres 5000 logements sur les 10 annoncés par ces investisseurs étrangers. Les détails, c'est avec Sadou Mamoudou, Gustave Canada et Divina Pi. 4 temps forts ont ponctué la randonnée de prise de contact avec les terres susceptibles de voir sortir les bâtiments des logements dits sociaux à Yaoundé. Premier arrêt, Ekoko Ambankomo sur la pénétrante Yaoundé-Douala. Ici, la délégation d'investisseurs turcs, français et allemands a pu apprécier le site de 196 hectares sous la diligence des ministres camerounais des domaines et des affaires foncières, de l'urbanisme et du développement urbain, des travaux publics, des représentants du groupe Fadil et de l'ANOR. De cette escale, les historiens du présent ont pu relever la volonté de ces investisseurs d'aller jusqu'au bout en bravant la rudesse de la nature, mais surtout la détermination de l'État du Cameroun d'offrir à ses citoyens les meilleures conditions de vie contre vents et marées. Autre lieu, même intérêt, Nomayos. Là, c'est 20 hectares de terre libre qui ne demandent qu'à être viabilisés et exploités. C'est du moins l'économie des explications de Koum Abissege, ministre camerounais des domaines et des affaires foncières. Prochain accostage, Nkol Nkumu. Là-bas, les différentes délégations se livrent au même exercice. Repérage cartographique, éclairage sur les 29 hectares disponibles sous le regard admiratif des riverains qui, sans être invités, se représentent déjà des beaux jours. Cap à présent sur le centre-ville Antaba, un site fort chargé d'histoire à s'en tenir aux indiscrétions. Et l'attroupement sur les 20 insolites hectares traduit à souhait cette opinion. Après un quart d'heure d'échange, la troupe futuriste lève l'ancre. Il était alors 14 heures. Les résolutions de ce cross-country, passez-moi l'expression, seront connues à l'issue de la rencontre technique prévue cet après-midi à la primature dans la ville aux 7 collines. Et ils n'ont pas fini de frapper à la porte du Cameroun ou alors prendre pied à Yaoundé. 3 mois après son dernier séjour au Cameroun, le groupe ABBA est de retour dans la capitale politique camerounaise. Le consortium international qui regroupe plusieurs pays, parmi lesquels le Brésil, Israël, la Chine et les pays arabes, a déposé ses valises dans la capitale politique du pays, en compagnie de 2 de ses partenaires, Avic et CAC, spécialisés dans les constructions aéroportières. Le groupe a dans ses valises le projet de construction d'un aéroport international dans la côte littorale et plus précisément dans le corridor Douala et de Yakribi. Avant de se rendre dans les services du secrétariat général du Premier ministère cet après-midi, la délégation du groupe ABBA, conduite par Dominique Cohen, a donc été reçue en fin de matinée ce 3 juillet 2013 par Mohamedou Bayrou Fazil, qui est donc le facilitateur de cette visite. Il était question ici de faire certaines précisions avant la séance de travail technique au Premier ministère où on prépare toutes les administrations impliquées dans la construction de cet aéroport international, plus précisément les ministres des Transports, de l'économie et de l'aménagement du territoire, de la défense, de l'autorité aéronautique, pour ne citer et que ceci. Il faut également noter que la réunion de cet après-midi au siège du gouvernement était présidée par M. Jean Zizier, attaché au secrétariat général. La première bonne nouvelle de la rencontre de l'immeuble Étoile est que le groupe ABBA est prêt à financer les études de faisabilité de la construction de ce futur aéroport international. Et c'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information.
Allons cette fois du côté de l'éducation pour parler du comité de pilotage chargé de la coordination et du suivi, évaluation et surtout de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et qui vient de tenir ses travaux à Yaoundé. Ceux-ci se sont déroulés le 2 juillet à huis clos. Ils avaient au menu la présentation du document de stratégie de 2013 à 2020. Et la requête ici au Cameroun devrait donc aboutir au partenariat mondial pour l'éducation dont la validation prendra en compte l'éligibilité du Cameroun au bénéfice d'un don de plus de 25 milliards de francs CFA. Compte rendu, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Divina Pi pour le récit. Il était question au cours de ces travaux de réajuster la politique sectorielle de l'éducation élaborée pour la période 2006-2011. Ceci pour lui donner une vue holistique, cohérente et en étroite relation avec l'ambition du Cameroun de devenir un pays industrialisé à l'horizon 2020. Pour le ministre Nganou Djoumessi, il s'agit à travers l'éducation de doter le Cameroun d'un capital humain solide et capable de porter la croissance. Les objectifs étant d'améliorer l'accès et l'équité des apprentissages à tous les niveaux de l'éducation et de la formation, d'améliorer la qualité même des apprentissages ainsi que la gouvernance et le pilotage du système éducatif. Pour cela, les politiques préconisées sont le développement de l'enseignement préscolaire communautaire en milieu rural, la substitution de la politique de construction des salles de classe par celle de construction des établissements complets, la lutte contre la disparité, la stimulation de la demande de scolarisation des enfants issus des couches défavorisées avec un accent sur la jeune fille et l'enfant et la suppression de la catégorie des maîtres et des parents dans l'enseignement primaire public. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Emmanuel Nganou Djoumessi, en tant que président du dit comité de pilotage, présidait les travaux, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Retenant que ce document de stratégie sectorielle est, entre autres, un cadre intégrateur des actions de développement de l'éducation en cohérence avec les objectifs de développement nationaux. En somme, il constitue le cadre d'orientation de l'action gouvernementale dans le cadre de l'éducation et de la formation pour les 10 prochaines années. Parlons cette fois de la santé avec l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa à Douala qui affiche plutôt un état d'avancement au niveau des travaux. Et cet état d'avancement est plutôt satisfaisant pour le gouvernement. C'est en tout cas le constat qui a été fait par l'un de ses membres, à savoir le ministre en charge de la santé publique, André Mamafouda, au cours de la 7e session du comité de pilotage de cette structure hospitalière, œuvre de la coopération sino-camerounaise. Les détails avec José Ngongan et Serge Tetka. 60%, c'est le taux de réalisation immobilier de cette formation sanitaire de premier degré. Une visite guidée va permettre au ministre André Mamafouda et Han Jung pour la partie chinoise d'apprécier les travaux et de tirer des conclusions. Les travaux d'infrastructure sont totalement achevés. Les équipements sont en cours d'installation dans l'ordre de 60%. Hôpital de référence, il a un plateau technique très relevé. Au cours de la séance de travail, le ministre Santé va recommander à la partie chinoise de traduire en français et en anglais toutes les notices et documents importants. Pour sa mise en service, les médecins chinois doivent être impliqués dans le recrutement du personnel soignant. Il est également urgent que soit mis en place un logiciel informatique de gestion de cet hôpital. Le satisfecit est là, mais tout n'est pas encore rose, car il y a encore des points d'ombre. Nous devons raccorder l'hôpital au réseau électrique de AES Sonel, car nous sommes encore dans une installation de chantier, mais l'hôpital dispose d'un groupe de 800 kVA pouvant supplier sans aucune difficulté à une coupure de AES Sonel. Nous sommes également à l'attente de l'achèvement des travaux de Camwater, parce que pour l'instant, l'hôpital fonctionne avec des forages qui permettent à ce que nous ayons une bâche de 400 mètres cubes permettant de pallier aux problèmes. Parvenir à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa Douala reste un parcours du combattant, mais pas pour longtemps, nous rassure-t-on. L'État, à travers le MINEPAD et le MINDU, et même la CUD, a mis à disposition une ardoise de 925 millions de francs CFA pour le bitumage de cette route.
Le tour du propriétaire a satisfait le ministre de la Santé publique et sa suite. Il a donc instruit que tous les derniers détails soient réglés avant que la date de sa mise en fonction et surtout de son inauguration ne soit rendue publique. Et puisqu'on est à parler des questions de coopération, restons-y pour parler cette fois de la coopération sud-sud avec le Maroc qui approfondit ses relations avec le Cameroun, et c'est à la faveur d'une visite dans la région de l'Extrême Nord des élus locaux et des opérateurs économiques marocains. Les hôtes de la région de l'Extrême Nord ont eu une séance de travail avec leurs homologues maires de la région de cette partie du pays. Et au menu des travaux, il y avait la signature des accords de projet et des protocoles d'entente entre 6 communes. Les détails avec Célestin Tabouli et Divinapi. La délégation des élus locaux et des opérateurs économiques marocains, conduite par Moulé, Mehdi et Labibi, en visite depuis ce 2 juillet dans la région de l'Extrême Nord, a eu une séance de travail avec le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua. La session d'activité a eu 2 temps forts. D'abord, la signature d'accords de projet entre les communes de la région de l'Extrême Nord et ensuite la signature du protocole d'entente entre 6 communes. Ceci sous l'œil vigilant du préfet du Diamaré, Ernest Ewangoboudou. Selon le chef de la délégation marocaine, la signature de ces accords ouvrira la voie au développement avec toutes les possibilités existantes pour une coopération mutuellement bénéfique. La signature des accords de projet et protocoles d'entente constitue en d'autres termes un signal fort pour approfondir les relations déjà excellentes entre les 2 pays amis et frères, dira Moulé Madi Labibi, par ailleurs maire de Tata depuis 27 ans. Le Maroc, à travers leurs élus locaux et les opérateurs économiques, ont décidé de mettre au profit des communes de l'Extrême Nord leur expertise en matière de gouvernance locale et des plans de développement locaux. Quant au préfet du département de Diamaré, il a encouragé les 2 parties à positiver ce partenariat gagnant-gagnant entre les 2 pays. Ernest Ewangoboudou a au passage salué l'assistance remarquable du Maroc aux sinistrés victimes des inondations de 2012. Les échanges des cadeaux entre les 2 pays ont mis un terme à la riche séance de travail qui a pris ses quartiers au cercle municipal de la communauté urbaine de Maroua. À l'étranger, dans cette édition d'information, arrêt en Égypte avec le pays qui est dans l'attente d'une réaction de l'armée après l'expiration de l'ultimatum visant Mohamed Morsi. En Belgique, le roi Abdallah II devrait annoncer son abdication après 20 ans de règne. Pendant ce temps, en justice, toujours en Hexagone, 13 plaignants s'estimant victimes des contrôles aux faciès attaquent l'État. La mouture de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. L'Égypte dans l'attente d'une réaction de l'armée après l'expiration de l'ultimatum visant Mohamed Morsi. Face à l'échéance, le président islamiste a proposé mercredi de former un gouvernement de consensus pour régler la crise et organiser les prochaines législatives. La veille, il avait refusé catégoriquement de quitter le pouvoir. Le 21 juillet prochain ne sera pas une fête nationale comme les autres pour les Belges. C'est à cette date symbolique que le roi Albert II devrait abdiquer. Une nouvelle qu'il pourrait confirmer lui-même mercredi soir lors d'une allocution radio-télévisée. Si l'annonce de l'abdication se confirme, Albert II serait le premier souverain belge de l'histoire à quitter volontairement le pouvoir. Ils sont étudiants, salariés, noirs ou arabes, tous sans casier judiciaire. 13 personnes s'estimant victimes de contrôle aux faciès qui pour cela attaquent en justice l'État et le ministère de l'Intérieur. Selon une enquête menée en 2009, un noir a de 3 à 11 fois plus de chances d'être contrôlé par la police qu'un blanc et un maghrébin de 2 à 15 fois plus. À peine installé à la tête du MEDEF, Pierre Gattaz fait ses premières doléances. Le successeur de Laurence Parisot réclame une baisse de charges et d'impôts de 100 milliards d'euros sur 5 ans pour les entreprises. Le nouveau patron des patrons souhaite également une simplification du Code du travail pour le rendre, dit-il, opérant et compréhensible. Ce n'est pas une rockstar que ces caméras guettent, mais un tout petit bébé, celui de Kate et William d'Angleterre, dont la naissance est prévue à la mi-juillet. Plusieurs dizaines de journalistes font déjà le pied de grue devant l'hôpital Sainte-Marie de Londres, là même où Diana avait accouché de ses 2 fils. Je travaille pour le Dutch Telegraph et nous nous intéressons beaucoup à la famille royale. J'ai couvert le mariage royal et le jubilé de diamant. Nous aimons beaucoup la monarchie britannique. Le Royal Baby, c'est l'événement people de l'année. Pas question pour la presse de rater ses premiers gazouillis. À retenir de cette édition d'information sur CAMNews 24 municipales et législatives, le compte à rebours est donc lancé pour le dépôt des candidatures.
Les partis politiques ont jusqu'au 17 juillet 2013 prochain pour déposer leur dossier à Elections Cameroun en vue de leur participation au double scrutin qui intervient le 30 septembre prochain. Vous avez eu dans ce journal la réaction des hommes politiques, mais surtout l'enjeu de cette consultation électorale. Logements sociaux des investisseurs étrangers en mission de reconnaissance sur les sites à Yaoundé, la ministre des Domaines, Cadastre et Affaires foncières, Jacqueline Kong-Abessike, et son collègue de l'Habitat et Développement urbain étaient donc sur le site ce jour. C'était en compagnie de la délégation d'investisseurs du groupe Knof Precons, constituée de Turcs, Français et Allemands, et sur les espaces capables de contenir les 5000 logements sociaux attendus dans la capitale politique du pays. Les 5000 autres devront voir le jour dans la capitale économique du pays. Mesdames, Messieurs, nous vous proposons de suivre juste après ce journal l'entretien entre Sadou Mamoudou et le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy va revenir ici sur les grands contours, mais surtout les attentes du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. L'information est en continu sur Canal 24. Bonsoir.